Bonjour à tous. Écoute, on va commencer cette vidéo par une petite présentation. C'est une vidéo qui va avoir lieu, en fait, qui est une discussion entre Clément et moi-même sur l'accès aux soins en ostéopathie en France, l'accessibilité géographique, l'accessibilité temporelle et l'accessibilité financière des soins ostéopathiques du point de vue du patient en France. On s'était dit donc à la suite de l'enquête qu'on avait fait ensemble avec Clément entre Ostéo pour tous et Ostéopathe Pro, que ça pourrait être intéressant de diffuser sous couvert d'un autre média les résultats de cette enquête et de les mettre en relief avec d'autres enquêtes qui ont eu lieu sur le domaine et aussi avec la démographie qui n'était pas une donnée qui faisait partie de l'enquête Ostéo pour tous. Donc là, Clément, on ne te présente plus, hein, tu es responsable de Ostéopathe Pro, c'est toi qui gère le site internet, qui travaille beaucoup sur des notions socio-économiques de la profession. Et du coup, Ostéo pour tous, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une association normande sur Caen et Rouen qui, du coup, ouvrons des permanences de soins gratuites pour les personnes précaires et qui travaillons à la promotion de l'accès aux soins en ostéopathie sur le territoire. Et on fait partie de la Fédération nationale Fedosoli qui regroupe toutes les associations sur le territoire français qui font la même chose que nous. Donc, on est des ostéopathes solidaires bénévoles. Et on avait mis en place, du coup, cette année, une étude donc une enquête d'opinion auprès des ostéopathes sur ce qu'ils pensent de l'accès aux soins en ostéopathie, de l'accès aux soins global. La Fedosoli avait fait une enquête qu'elle a publiée l'année dernière sur le non-recours et le recours aux soins ostéopathiques du point de vue du patient. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, on finira sur l'accès géographique. Et ça, c'est les données démographiques et la répartition des ostéopathes sur le territoire qui vont nous permettre de faire ça. Écoute, Clément, si tu es OK, je te propose qu'on commence par l'enquête qu'on a fait tous les deux. Ah ouais, ça marche. Alors, donc l'enquête Ostéo pour tous, pour ceux qui ne savent pas, elle est accessible publiquement sur le site internet ostéopathe.pro, hein, et elle a été faite en partenariat entre nos deux structures. C'est une enquête qui regroupe à peu près 900 ostéopathes en exercice qui ont répondu à un sondage et dont les résultats que l'on a obtenus ont été diffusés en open data. Donc, du coup, vous avez à la fois le résultat de l'enquête sur le site, mais vous avez aussi l'ensemble des données brutes anonymisées des professionnels. C'est bien chargé de les anonymiser parce que lors de la mise en place de cette enquête, on a vérifié que chacun des répondants était bel et bien un ostéopathe, en fait, pour s'assurer que les réponses ne soient pas polluées par soit des doubles répondants, soit par des personnes qui ne sont pas ostéopathes, tout simplement parce que notre objectif, c'était de mesurer l'opinion ostéopathique. À la suite d'un test statistique, on a pu se rendre compte que l'échantillon que l'on avait était représentatif de l'opinion des ostéopathes. Donc, ça nous permet d'avoir un peu une photographie à un instant T de l'opinion des ostéopathes sur la thématique de l'accès aux soins. Sur la partie méthodologique, si tu le veux bien, Clément, je veux bien que tu en parles un petit peu parce que tu maîtrises un peu plus le sujet que moi. Et Oui. je te laisse la parole. En gros, on a diffusé donc le questionnaire soit par mailing pour ceux qui nous avaient laissé leur mail. On en a aussi profité pour le partager sur pas mal de réseaux sociaux, justement pour avoir un maximum de répondants. Dans tous les cas, je voulais aussi rajouter qu'on vous mettra le lien en description pour que vous retrouviez facilement à la fois l'article et les données, si jamais vous voulez faire d'autres analyses en plus. Et donc voilà, le but c'était d'avoir un maximum de répondants sur cette étude. Et une fois qu'on a eu, on a laissé tourner, je crois, quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Hmm. Il On y avait a, ouais, quelques, questions, fermées, dont 3 ouvertes, pour avoir aussi un peu des réponses plus libres. Et ce qu'on a utilisé pour vérifier que c'était bien des ostéopathes qui répondaient, c'était, le nom, prénom qu'on a croisé avec le répertoire RPPS pour vérifier que ça correspondait bien et une adresse mail valide. Donc quelques-unes ont été invalidées, mais globalement, dans l'ensemble, tout était bon. Donc on est globalement à 900, on est à 897, mais voilà, globalement, c'est des bons chiffres. Et quelques, réponses aussi qui étaient plus détaillées ont été anonymisées, justement pour être sûr qu'on ne puisse pas, identifier des personnes dans les résultats. Et du coup, voici les résultats de cette analyse. oui, bah, tout à fait. En fait, on a bien fait de bien vérifier parce que dans les réponses ouvertes, en fait, on avait des personnes qui donnaient quasiment leur identité. Et donc, du coup, dans les réponses ouvertes, quand on a fait l'analyse des réponses ouvertes, il a fallu élaguer un peu ça. Et effectivement, le fait d'avoir vérifié sur le RPPS qui est un annuaire public. Hein, donc, c'est pas un annuaire qu'on nous a fourni. Hein, on est juste allé sur le répertoire public
Et en fait, on a bien fait aussi parce qu'on avait effectivement des répondants qui peut-être n'étaient pas ostéopathes ou alors qui n'avaient pas encore leur RPPS, tout simplement. Par souci du coup de rigueur, on les a exclus de ce questionnaire. C'est pas qu'on avait quelque chose contre eux, mais c'est qu'on voulait vraiment être certain que chacun des répondants soit anonyme d'une part et d'autre part qu'il dispose de l'autorisation d'user du titre. Sur le profil des répondants, on avait quand même un profil assez varié sur la démographie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, mais effectivement, au niveau de l'âge moyen et de l'âge médian, on est dedans, quoi. En tout cas, je pense que ça correspond plutôt bien aussi à la pyramide des âges de la profession. C'est-à-dire que globalement, par rapport aux tranches depuis combien de temps les gens pratiquent, ça correspond aussi à ce qu'on peut voir en termes de démographie de la population en général. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un profil avec des trentenaires majoritaires, mais on a quand même un spectre qui va de 22 ans à 83 ans. Donc, en fait, on a un peu des personnes qui sont de tout âge, en fait, avec une prépondérance sur les actifs qui sont en plein cœur de leur activité, puisque d'ailleurs, on avait même croisé ça avec le temps d'exercice, puisqu'on avait l'âge d'une part, mais bon, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on exerce depuis longtemps, hein, donc l'expérience professionnelle avec justement depuis combien de temps exercez-vous l'ostéopathie. Et on a pareil des profils qui sont entre moins de 5 ans et des profils qui sont entre 5 et 10 ans et 10 et 20 ans. On voit bien que sur la pyramide des âges, on a aussi des ostéopathes de toute expérience, avec majoritairement des ostéopathes qui exercent, on va dire, entre 5 et 20 ans d'exercice en termes d'expérience. Ouais. Et sur la répartition territoriale des répondants, il y avait un élément qui était assez intéressant, c'est que sur les, il me semble, 117 départements français, dom-tom inclus, on a quand même des ostéopathes qui sont dans 95 départements français. Et les 20 départements les plus représentés, donc c'est-à-dire ceux, grosso modo, plus de 50% de l'effectif font partie de ces 20 départements. On a des départements qui sont aussi bien des départements urbains que des départements ruraux. Et donc, du coup, en fait, on a vraiment une répartition géographique qui est assez intéressante. Ça nous donne un retour. Et moi, ce que j'ai trouvé notamment assez intéressant, c'est que les DOM-TOM font partie des départements les plus représentés aussi dans cette étude. Ils sont dans la liste des 20. Donc, c'est qu'on a vraiment réussi à toucher même en dehors de la France métropolitaine au travers de cette enquête, hein. Mmh. Alors, pour ce qui est des résultats, on va commencer par les réponses fermées, parce que comme on l'a dit au début, hein, il y avait des réponses fermées et des réponses ouvertes. Les réponses fermées, c'est utile parce que ça nous permet vraiment de trancher des clivages et de voir un peu où sont les masses. Les réponses ouvertes, ça nous permet de voir un peu plus la nuance, d'avoir un peu plus de détails sur ce que voulaient exprimer les personnes quand ils ont répondu à des questions fermées. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir de la donnée qualitative en plus d'une donnée quantitative qui est assez brute, quoi. Les questions fermées, c'est un peu comme si on faisait un référendum, qui est pour, qui est contre, qui se prononce pas. Alors que tandis que si on fait une réponse ouverte, on a des gens qui vont nous donner énormément de nuances. Et ça, c'était quelque chose que c'est assez intéressant. Ça prend plus de temps à analyser, mais c'est assez intéressant en termes de perception de l'opinion ostéopathique. La Et première question, c'est oui. effectivement, c'est ce que je trouve un des trucs les plus intéressants à aller regarder aussi dans les données open data. Parce que souvent, c'est des trucs qui ne sont pas publiés et du coup, on a juste une version synthétique. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez aller aussi lire justement toutes les réponses avec leurs nuances. Oui, c'est ça, c'est que nous, on a fait une synthèse ce qui ressort de la donnée qualitative pour que ce soit un peu lisible, mais après, l'ensemble des témoignages, ils sont en accès libre. Voilà. Donc, vous pouvez vous-même contrôler nos résultats, en fait, en Mmh. allant les regarder. C'est intéressant à lire, hein, franchement. Ça prend un peu de temps, mais c'est intéressant. Alors, la première question, c'était en tant qu'ostéopathe, quelle est votre sensibilité aux enjeux de l'accès aux soins en ostéopathie? Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une majorité qui se dégage, hein. C'est un sujet très important, 49,3%. C'est un sujet important, 46,4%. On n'est pas sur une unanimité, mais enfin, on y est presque, hein. Et si on décline cette question en tant qu'ostéopathe, pensez-vous que l'accès aux soins en ostéopathie constitue un enjeu de santé publique? C'est-à-dire si on incorpore l'ostéopathie dans cette vision globale de santé, c'est pareil, le résultat est assez net. On a 78,8% de répondants avec, comme on avait inclus la possibilité de répondre ne se prononce pas, donc c'est-à-dire que les gens n'étaient pas obligés d'avoir un choix dichotomique oui, non, ils avaient la possibilité de ne pas se prononcer. Et on voit que, en fait, il y a très peu de personnes qui ne se sont pas prononcées. Pour la majorité des ostéopathes, ça semble acquis que l'ostéopathie, c'est un enjeu de santé publique et que la santé publique, c'est quelque chose d'important.
Et donc, du coup, si on détaille un peu, ça c'est une question où là, les ostéopathes pouvaient choisir un peu la phrase qui les représentait le mieux. En ce qui concerne les soins prodigués par les ostéopathes en France, que pensez-vous de leur accessibilité financière pour les patients? Donc là, on parle bien de l'accès aux soins dans son aspect financier. Donc, du coup, on avait fait un choix on laissait la possibilité de mettre plusieurs phrases et les gens devaient nous donner quelles étaient la phrase qui les représentait le plus et ils pouvaient en choisir plusieurs. Donc là, vous voyez les résultats, ce qui ressort en termes de majorité. Et on voit que là si on prend au-dessus des 50%, on a plusieurs phrases qui reviennent. La phrase qui est revenue le plus dans cette question, c'est en France, les patients les plus précaires renoncent à consulter les ostéopathes. Ça a l'air d'être quelque chose de partagé par une grande majorité des ostéopathes. Et si on arrive juste derrière, c'est l'accès aux soins est correct, mais insuffisant pour les personnes en situation de précarité. Et derrière, si on a la barre un petit peu au niveau des 50%, si on descend un peu en dessous de 50%, ce qui arrive tout de suite, c'est l'accès aux soins est trop inégal. Trop de patients doivent renoncer, faute de financement. Donc moi, ce que j'en déduis, je ne sais pas ce que tu en penses, Clément, c'est que grosso modo, si on parle argent, les ostéopathes ont conscience que la problématique, c'est pas tant l'accès aux soins ostéopathiques, mais l'accès aux soins ostéopathiques des personnes en situation de précarité. Il y a un ciblage sur le fait que les plus précaires semblent renoncer, du point de vue des ostéopathes, à leurs propres soins, et que pour ce qui est de l'accès général aux soins ostéopathiques, elle est convenable, sauf pour les plus précaires. Il y a vraiment ça qui ressort. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clément. Oui, c'est globalement ce que moi j'en avais retenu aussi à la lecture des résultats, dans le sens où on sait qu'aujourd'hui la majorité des soins ostéo sont remboursés par des mutuelles. Du coup, forcément, il y a aussi un lien de, si on a un emploi, on a une mutuelle qui nous permet d'accéder aux soins. Souvent, du coup, si on est en situation de précarité, soit par un mauvais emploi ou pas d'emploi, du coup, ça limite aussi l'accès aux soins. Les 2 sont un Très peu bien. liés, quoi. Alors, on continue. Alors, pour une majorité d'ostéopathes, le coût des soins est un frein à l'accès aux soins en ostéopathie. Pourquoi? La question, seriez-vous prêt à limiter votre liberté d'installation afin de favoriser une meilleure répartition des ostéopathes sur le territoire? Donc là, on parle de l'accès géographique. Vous savez que c'est quelque chose qui est fait, par exemple, pour les pharmaciens. C'est quelque chose qui est fait pour les kinés aujourd'hui, qui est fait aussi pour les infirmiers. Il y a un conventionnement sous condition du coup d'installation. Et là, du coup, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de savoir le rapport qu'ont les ostéopathes à leur propre liberté d'installation. Moi, j'avais un préjugé, un a priori sur cette question. Je pensais que c'était un incontournable parce que ce que je vois dans les autres professions de santé, c'est que c'est souvent ça aujourd'hui qui fait que les professionnels de santé se disent non, on ne veut pas perdre notre liberté d'installation. Quand on voit les réponses, c'est quand même un peu plus mitigé que ça. Les ostéopathes sont 42,6% à dire oui, nous sommes prêts pour qu'il y ait une meilleure répartition des soins sur le territoire, à ce qu'il y ait un encadrement qui limite la liberté d'installation. Euh, bon, on a quand même 38% des ostéopathes qui sont contre et quasiment 20% qui ne se prononcent pas. Donc là, ce qu'on voit émerger, c'est une augmentation du nombre de personnes qui ne se prononcent pas. Et ça, pour moi, je l'interprète comme des gens qui n'ont pas assez d'éléments pour pouvoir répondre à cette question et qui, du coup, se disent, attendez, ça dépend ce qu'on nous propose. Donc, du coup, c'est la marge de négociation potentielle sur cette question de la liberté d'installation. C'est pas une fermeture, c'est pas une ouverture. Et on voit que, du coup, si on incorpore le ne se prononce pas, on n'a pas une majorité d'ostéopathes qui est favorable à ce que la liberté d'installation soit limitée, puisque même le oui est en dessous de 50%. Donc, on a une tripartition de l'opinion sur ce sujet de la liberté d'installation sur le territoire. Est-ce que tu as une autre analyse, Clément? Comment tu as vu cette Non, question? non, c'est à peu près la même que je fais. Mais en tout cas, effectivement, le oui à 42%, c'était assez surprenant. C'est vrai que moi aussi, je m'attendais à avoir beaucoup plus de gens qui étaient contre. Et après, dans les réponses justement de mémoire en texte libre, il y avait cette notion de pression démographique en fonction des zones. Je pense qu'on en reparlera un peu après. Mais pour certains, c'est aussi une façon de mieux se répartir sur le territoire, donc d'éviter les zones où on est un peu tous dans les mêmes agglomérations, quoi. Donc, je Ouais, c'est pense vrai. qu'il y a un peu un lien entre les deux, quoi. Effectivement, hein, c'est un truc qu'on voit dans les données qualitatives qui revient assez fortement aussi. Et c'est vrai que moi, mon a priori, c'était qu'on aurait un quasiment 75% qui dit non. Et après, tout le reste. Mais en fait, pas du tout. Tu vois, comme quoi, des fois, on a des résultats surprenants sur la question. Quand on arrive à la question d'après, parce que qui dit accès aux soins économiques aux gens peut aussi dire, au travers d'un conventionnement, mettons par exemple,
un encadrement du tarif. Et on sait que ça, c'est un sujet qui peut revenir de manière assez incessante. Et là, la question, on la pose de but en blanc, seriez-vous prêt à encadrer votre liberté tarifaire en échange d'une convention avec un organisme public ou privé qui finance les soins pour les patients? Et là, on a quasiment 50% des ostéopathes qui répondent oui, qui disent, moi, je suis prêt à ce que les tarifs soient encadrés. Et là, dans ce ne se prononce pas, on était à 20% au-dessus. Là, on est plus proche de 15%. Et dans le non, on est plus proche de 35%. Donc là, on a quand même une majorité qui commence à se dégager sur l'encadrement tarifaire du prix sous condition d'un conventionnement. Et alors, ça, pour le coup, pour moi, c'est aussi une surprise parce que Mmh. c'est aussi souvent ce que on voit dans les autres professions qui sont conventionnées, c'est-à-dire que c'est haro sur ces problématiques de liberté tarifaire, de cet encadrement du tarif qui pressurise. Et on se dit, bah, les ostéopathes vont avoir une opinion qui va aller dans ce sens-là. Et là où je m'attendais à une tripartition, bah, en fait, on a quasiment une majorité qui se dessine. Donc, Clément, je ne sais pas si tu veux rebondir. Non, mais pareil, là aussi, je pensais pas que le oui serait aussi prépondérant. Alors, du coup, après, on est allé sur des questions qui ciblaient un peu plus les choses. Là, on était sur des choses très générales, en fait, des grandes questions, mais en fait, le plus intéressant, c'est derrière le ciblage. Pensez-vous que l'État devrait financer l'ouverture de postes d'ostéopathes salariés? Donc là, statut, c'est salarié. On sait que notre profession, c'est majoritairement des professions libérales aujourd'hui. Donc, dans les hôpitaux, les PMI, etc. Donc, tout organisme sous-entendu qui fait du soin, afin d'améliorer l'accès aux soins d'ostéopathie. L'idée derrière la question, c'est de dire aux gens, bah, une des solutions pour rendre accessible le soin en ostéopathie, quelque part, c'est qu'il y ait des ostéopathes dans les lieux publics où on reçoit des patients. Dans ces cas-là, il faut une intervention de l'État pour financer des postes salariés. Bon, bah là, pour le coup, on a quasiment 90% de oui, on est à 85,7%. C'est massif et on a très peu de ne se prononce pas. Là, pour le coup, c'est une opinion qui est quasi tranchée. On a un oui, un non et très peu de ne se prononce pas. Et là, pour le coup, bon, ça, c'est un peu moins une surprise pour moi parce que c'est une demande qu'on entend assez souvent dans la profession. Par contre, ce qui est la surprise, c'est le côté massif et le côté déjà déterminé. Les gens qui ont répondu, ils se sont vraiment positionnés sur cette question massivement sur oui, il faut ouvrir des postes salariés pour les ostéopathes. Je te laisse rebondir dessus, Clément, si tu as envie d'en rajouter. Pas spécialement, je pense que tu as tout dit sur celle-ci, mais moins de surprises. Ah, moins de surprise, hein. Moi, franchement, là, pour le coup, hormis là, le côté massif. Donc, en tant qu'ostéopathe, êtes-vous amené à prodiguer des soins gratuitement? Donc, effectivement, nous, on est une association de bénévoles, Ostéo pour tous. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a un moyen de rendre accessible? C'est tout simplement de créer des associations caritatives et de faire du bénévolat. Si c'est pas dans le cadre d'une association, tout simplement, on peut recevoir dans le cadre du cabinet. Ça nous permettait deux choses, cette question-là. Déjà, de mesurer le degré de caritativité, donc de philanthropie de la profession, et d'autre part, de voir si on avait affaire à un panel de personnes qui étaient massivement déjà dans une vision philosophique du soin caritatif bénévole et de l'accès aux soins en l'autofinançant par son propre bénévolat. Parce que, en fait, c'est ça, hein. Si on fait du bénévolat, c'est-à-dire qu'on finance le soin, mais nous-mêmes, c'est les ostéopathes qui financent en abandonnant leur tarification. Et là, on voit que en fait, les ostéopathes qui pratiquent de manière très régulière le soin bénévole, il est minoritaire. On est sur la majorité du temps moins d'une fois par mois où il y a des gens qui réceptionnent des patients et qui ne font pas payer la séance. Euh, on est entre 2 et 10 fois par mois qui revient. Donc on voit qu'il y a quand même une tendance qui se dessine sur oui, ça dépend des. Moi, ça me fait penser un peu aux gens qui disent ça dépend des fois. Je ne sais pas Mmh. si toi, tu as une opinion là-dessus, Clément, parce que je pense que là-dessus, tu m'avais parlé de trucs qui étaient intéressants. Bah, je sais qu'il y a pour en avoir discuté avec des collègues, j'en connais pas beaucoup qui soient aujourd'hui dans des associations caritatives, mais j'en connais pas mal qui font ça au cas par cas. Donc c'est vraiment en fonction du patient qui vient, en fonction de la situation, où ils sont amenés justement à prodiguer des soins gratuits, par exemple, parce qu'ils savent que telle personne a des difficultés ou que c'est un patient qui est connu depuis un certain temps et que, bah, voilà, il y en a besoin, mais il y a pas forcément les financements et cetera. Donc moi, je connais plus ce cas-là que des cas où c'est vraiment structuré ou institutionnalisé. Oui. Bah, en fait, moi, ça m'apporte deux informations. C'est que déjà, d'une, il y a quand même des gens qui font entre 10 et 20 fois, voire plus de 20 fois par mois, Mmh mh. ce qui est quand même énorme, plus de 20 fois par mois. Et d'autre part, le fait qu'il y ait quand même des gens
qui disent qu'ils reçoivent gratuitement des patients parce qu'il y a un besoin, ça matérialise aussi ce besoin. C'est-à-dire qu'on est obligé de le faire. Dans des professions où l'accès aux soins il est défini par le financement de manière prépondérante, il n'y a pas besoin de travailler gratuitement parce qu'en fait, le patient il est financé quoi qu'il arrive. Donc, nous, en fait, il y a quand même un mouvement, quand même, quelque part, qui se dit, parce que la masse des gens qui disent entre 2 et 10 fois, elle n'est pas négligeable. C'est sûr que moins d'une fois par mois, c'est que c'est marginal dans une pratique. Entre 2 et 10 fois par mois, c'est pas marginal. Quand on sait l'activité moyenne des ostéopathes aujourd'hui, notamment, tu as fait des super trucs avec l'UNASA, Clémen, 2 et 10 fois par mois, ça représente quand même une activité assez importante de bénévolat. Donc, il y a un besoin, très probablement, qui est manifesté par cette question. Oui. En tant qu'ostéopathe, participez-vous à une activité caritative ou financez-vous une association caritative dans le domaine de la santé? Alors là, cette question, elle n'était pas anodine, elle cherchait à évaluer deux choses. Premièrement, c'est est-ce que les ostéopathes participent à des œuvres du domaine de la santé hors ostéopathie, mais ostéopathie incluse? Et dans les investissements qu'on a, il y a deux possibilités, donner de son temps ou donner de son argent. Et là, on voulait un petit peu savoir, en complément de la question d'avance, comment se situer les ostéopathes par rapport à ça. Et on voit que la majorité ne soutient pas d'associations caritatives à titre individuel, que ce soit de manière financière ou que ce soit de manière bénévole. On voit que ensuite, les gens sont bénévoles d'une partie et que les gens financent de l'autre partie par des dons des associations caritatives. Mais que, en fait, la majorité des ostéopathes aujourd'hui se sentent pas d'intervenir. Alors, dans les données qualitatives, ils nous donnent des raisons, donc je pense qu'on reviendra sur cette question plus tard, parce que c'est vrai que, pour le coup, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Cette réponse a priori, c'est de dire, bon, bah, peut-être que le caritatif n'est pas perçu par les ostéopathes comme une solution pour lutter contre l'inaccès aux soins, en fait, en règle générale. Ou alors peut-être qu'il y a des freins à l'activité dans une action caritative. Bah, finalement, vu que le mode, c'est d'avoir du temps et de l'argent, peut-être que ça peut être un frein financier des ostéopathes qui n'ont pas les moyens de financer, ou alors ça peut être un frein qui soulève la question de est-ce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ou alors est-ce qu'ils n'ont pas sur place la connaissance d'organisation dans laquelle ils pourraient le faire. Ça pose toutes ces questions-là. Sans spoiler, on y répond à la fin, puisqu'il y a d'autres questions qui abordent ça, notamment dans les données qualitatives. Et donc, du coup, on arrive sur les modes de financement, parce qu'on cherchait, encore une fois, à aller plus dans la précision. Que pensez-vous de la mise en place d'un forfait annuel de soins en ostéopathie destiné aux personnes précaires au sein de la CSS? CSS, c'est la complémentaire santé solidaire. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la CMU-C. Donc, du coup, là, l'idée, c'était de dire, voilà, un dispositif concret qui pourrait être proposé à destination des personnes précaires, c'est un forfait ostéo qui financerait les soins des personnes qui sont éligibles à la CSS. Pour être éligible à la CSS, il faut vraiment être précaire, il faut le démontrer auprès de l'administration publique. Donc, il s'agit vraiment d'un ciblage particulier. Et là, pour le coup, on a une nuance de réponse qui est assez intéressante à voir, puisque, encore une fois, on n'a pas une majorité qui se dégage massivement, on n'a pas de réponse qui a remporté plus de 50%, mais on voit que la somme de favorables et de très favorables, elle dépasse les 70%. On est quasiment à 80% de gens qui sont très favorables et favorables à ce qu'il y ait un dispositif de financement qui passe par la CSS pour les personnes en situation de précarité pour financer les soins. On voit aussi que le nombre de personnes qui sont défavorables et qui ne se prononcent pas sont à peu près autant, en fait. Et pour ceux qui sont peu favorables, donc qui sont un peu moyen chauds, on est autour de 10%. Donc, ça nous fait quand même un morceau du camembert, une tripartition avec les gens qui ne sont, on va dire, pas favorables, qui est de l'ordre de 20%, un peu plus de 20%. Voilà. Donc ça ne nous fait quand même pas rien et on voit que bon, voilà, dans un contexte où les choses se tripartisent, c'est important de déterminer qualitativement, encore une fois, c'est quoi les tenants et les aboutissants de ce placement sur cette décision. Donc massivement, les ostéopathes ont l'air plutôt favorables à ce genre de disposition, mais il y a de la réserve quand même qui est non négligeable aussi dans la profession sur ce genre de choses. Mmh. Ça vient, du coup, les deux autres slides sont un peu dans les mêmes choses parce que là, après, on parle du dispositif PUMA. PUMA, c'est la protection universelle maladie. Donc, que pensez-vous de la mise en place d'un forfait annuel de soins ostéopathiques à travers la PUMA? Donc là, ceux qui connaissent la PUMA, bah, ils ont pu répondre. Très probablement qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas, qui n'ont pas pu répondre, parce que c'est un dispositif particulier, mais qui cible les personnes les plus précaires et qui a une couverture universelle.
Donc, on voit que là, le résultat est un peu différent parce que le nombre de très favorables, il a diminué. Le nombre de favorables, lui, il a légèrement augmenté. Et le nombre de ne se prononce pas, lui, il a augmenté aussi. Donc probablement que là, c'est aussi la connaissance du dispositif PUMA qui peut avoir interféré sur les résultats. N'empêche qu'on a une tendance quasi similaire au slide du dessus, c'est-à-dire qu'on a une majorité qui se dégage globalement en faveur de ce genre de dispositif, mais en gardant une partie non négligeable des ostéopathes qui sont dubitatifs sur ce genre de dispositif. Hop là. On Va avait falloir mis faire un une petit. vidéo va falloir faire une vidéo d'explication des différents dispositifs, en intro de ce genre de sondage. Bah Et nous, à chaque. c'est vrai que c'est un truc, à- je trouve, qu'on ne connaît pas très bien aussi dans le domaine de l'ostéo. Parce que vu qu'on n'est pas forcément dans le système de santé habituel, c'est aussi des dispositifs qu'on connaît moins. Je pense que ça joue beaucoup. On avait mis une introduction sur à quoi ressemblait le dispositif à chacune des questions. C'est-à-dire que les personnes qui Oui. répondaient au questionnaire, ils savaient ce que voulait dire PUMA, protection universelle maladie. Là, il y a un petit rappel au-dessus pour les personnes là juste en face de vous euh, qui peuvent voir ça. Mais quand les gens répondaient, on leur mettait pas un sigle de but en blanc et répondaient. On leur avait mis un petit encart, mais c'est très probable que ce ne soient pas des dispositifs qui soient ultra connus par les gens, parce que ce n'est pas des dispositifs qui sont médiatisés, parce qu'on ne fait pas partie du système santé, et parce que je l'espère, on n'est pas en situation de précarité, donc on n'est pas non plus confronté en situation de demandeur de droit. Donc du coup, on sait que voilà, ça crée un biais nécessaire à cela hein, quand même. Hein. Et le dernier dispositif, c'est l'AME. Bon, l'AME, on le connaît tous un peu plus parce que ça a été médiatisé un peu plus fort, mais n'empêche qu'on a quand même précisé ce que c'est. C'est l'aide médicale d'État. C'est un dispositif qui permet le financement à des personnes qui n'ont pas le droit à la sécurité sociale en France parce qu'ils sont en situation d'être étrangers ou qui sont irrégulières sur le pays, qui n'ont pas encore ouvert leurs droits. Donc, il y a quand même du budget qui est là pour les soigner, pour ne pas laisser les gens qui ne sont pas français et qui ne sont pas régularisés mourir dans les rues. On les prend en charge. Donc, du coup, là, la question qu'on pose, c'est la même chose. Est-ce que vous seriez favorable? Est-ce qu'il y ait un forfait au sein de l'AME qui soit développé pour les ostéopathes? Et là, pour le coup, et là, c'est intéressant parce que là, on voit vraiment que la partie du camembert qui grandit plus, on a toujours une majorité qui se dégage vers la favorable, très favorable, mais on a la partie du camembert défavorable et peu favorable, elle, qui a augmenté, et surtout la partie défavorable. La partie ne se prononce pas a aussi un petit peu augmenté, et on voit que du coup, là, le côté dubitatif, euh, il est plus important. Alors, est-ce que c'est pour des questions de connaissance du dispositif ou si c'est pour des questions plus spécifiques du rapport à cette aide médicale d'État. Ça, j'ai pas la réponse. Je sais pas si tu as des éléments là-dessus, toi, Clément. J'ai pas forcément d'idée. Ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que cette réponse serait la même en fonction des périodes où ce dispositif-là est plus ou moins médiatisé? Parce que c'est souvent aussi un sujet un peu qui polarise les gens par rapport à d'autres questions, d'ordre politique et du coup, forcément, je pense que ça joue aussi dans les résultats de ce genre de sondage. Oui, Donc bah, tout à fait. Hein. L'AME, c'est connecté à la politique d'immigration, à la politique migratoire. Donc, ça, c'est un sujet qui est assez clivant quand même. On le voit bien dans ouais. le débat public. Ensuite, on est allé sur des dispositifs un peu plus connus, plus générales, les complémentaires santé d'entreprise, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, quand vous avez un emploi en France, vous avez une complémentaire santé qui doit être délivrée par votre entreprise. On a une large couverture des complémentaires qui est liée au travers de ces complémentaires santé d'entreprise. Et donc là, la question, c'est la systématisation de l'intégration des soins d'ostéopathie dans les complémentaires santé, parce que c'est pas systématique. En plus, là, actuellement, il y a une actualité qui nous démontre que ça risque d'être plutôt euh, optionnalisé en faveur du déremboursement plutôt qu'une systématisation. Mais bon, les complémentaires santé, c'est un dispositif privé de financement de la santé, donc qui ne passe pas par la régulation de l'État, sauf dans le cadrage des dispositifs, parce que c'est un métier encadré quand même d'être une mutuelle en France. Et donc, du coup, la question, bah, un dispositif de financement privé, par exemple, qui est celui qui est le plus connu des ostéopathes, puisque c'est celui qui finance majoritairement l'ostéopathie aujourd'hui, est-ce que vous êtes favorable à ce que ça devienne systématique et que le remboursement soit mis dans le panier de soins courant des complémentaires santé? Bon, là, sans surprise, on est sur du très favorable et favorable écrasant. Déjà, le très favorable dépasse les 50%. Et ensuite, le second résultat, c'est favorable. Donc là, c'est net et sans bavure. Les ostéopathes là-dessus, il y a quasiment personne qui est défavorable à ce que ce ne soit pas systématique. Et on verra que c'est intéressant parce que quand on va arriver sur la question de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, ça ne va pas être la même. Mmh. Alors, du coup, on y arrive. Souhaiteriez-vous
que les soins prodigués par les ostéopathes soient pris en charge par l'assurance maladie, la CPAM. Et là, on n'a pas voulu être clivant avec Clément, on a déterminé plusieurs options sous la forme d'un forfait annuel pour le patient, comme c'est le cas aujourd'hui pour les mutuelles, c'est-à-dire l'assurance maladie dirait, ben voilà, un forfait de entre 50 et 60 euros, 2 ou 3 fois par an, et ensuite après c'est fini. Ou alors sous la forme d'une convention de parcours de soins spécifique, comme c'est le cas pour les psychologues, c'est-à-dire que l'assurance maladie dit bon, ben voilà, pour tel motif de consultation, telle pathologie, là on finance massivement l'ostéopathie. Pour le reste, par contre, c'est à la charge du patient ou de la mutuelle. Ou alors sous la forme d'une tarification à l'acte, comme les professions de santé. Donc ça, c'est la formule classique que votre médecin traitant, votre médecin spécialiste, le kinésithérapeute a, c'est-à-dire que tout est encadré, le tarif et du coup, la rémunération se fait par rapport au nombre d'actes effectués par le praticien sur un remboursement de l'assurance maladie. Et enfin, les deux options ne se prononcent pas et non, je ne souhaite pas. Et là, du coup, on voit que, ma foi, la réponse oui sous la forme d'un forfait annuel pour le patient, c'est la réponse qui arrive en premier, avec plus de 36% des ostéopathes qui seraient favorables à ce genre de dispositif. Tandis que ce qui arrive juste derrière, c'est le non, je ne souhaite pas. C'est-à-dire que les autres dispositifs sont inférieurs à la défaveur. Donc, les deux grandes tendances qui se dégagent, c'est oui, un forfait ou non, pas de remboursement. On a quand même plus de quasiment 40% des ostéopathes qui sont en faveur d'une autre forme de remboursement, avec notamment pour le remboursement à l'acte à 19,2%. Oui, c'est ça, 19,2%. C'est ça. Ce qui est supérieur au nombre de personnes qui sont en faveur d'un conventionnement par pathologie, comme mon parcours psy. Donc c'est vraiment genre un forfait comme on connaît déjà, ou Oui, rien c'est du ça. tout, ou alors un conventionnement à l'acte comme c'est dans le cas dans toutes les autres professions de santé. Et après, les autres trucs, quoi. On est toujours sur ce ne prononce pas, on voit le pourcentage de gens qui ne se prononcent pas, il est toujours un petit peu entre 5 et 10% à peu près. Donc et ça, c'est intéressant de montrer aussi qu'il y a aussi des gens qui disent, voilà, je ne sais pas de quoi on parle, donc je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Je pense que là-dessus, moi, quand j'en ai discuté avec certaines personnes, on parle de combien en euros, on parle de combien de fois dans l'année, on parle de quoi comme contraintes associées à cela. Eux, moi j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas prononcés, qui sont venus me voir en me disant, écoute, bah, faut voir globalement ce que ça donnerait en fait, hein, pour pouvoir se Mmh. juste sur ça. Et comme Je sais tu pas l'as toi. dit, je pense que la majorité à 36%, effectivement, c'est parce que c'est le format qu'on connaît déjà. Donc, il y a pas mal, je pense, qui ont aussi un côté où ils se disent, «Ah bah, ça, on connaît, donc ça serait juste une variante de ce qu'on connaît déjà», d'où le fait que plus de facilité à donner ça comme réponse. Ouais, 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 je pense que c'est un dispositif qui ressemble à ce qu'on connaît plus. Donc, effectivement, ça peut être un biais aussi de se dire, bah, ce que je connais déjà me rassure un peu plus, donc ça flèche un peu plus de personnes là-dessus, effectivement. Dans les dispositifs d'accès aux soins, on a aussi l'organisation territoriale, la coordination de soins territoriale, et ce qui existe aujourd'hui, ce sont les CPTS. Donc, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé. Encore une fois, on vous a expliqué à chaque fois quels étaient les sigles, hein, et quoi ça représentait. Et là, pour le coup, il y a deux choses qui sont revenues. C'est qu'il y a un oui massif, franc, et un non très faible, très très faible, et un ne se prononce pas qui revient à quasiment 10%. Bon, moi, ça me fait dire deux choses. C'est que ceux qui connaissent, ils sont à fond pour. Ceux qui connaissent et qui ne veulent pas, ils sont très très minoritaires. Par contre, il y a au moins 10% des gens, à mon avis, qui connaissent pas ce que c'est que les CPTS. C'est un dispositif Mmh. qui est très jeune. Et je pense qu'à mon avis, là, il y a peut-être un élément de réponse sur qu'est-ce que c'est qu'une CPTS. Moi, que les gens adhèrent au dispositif quand ils le connaissent, ça me semblait assez évident. Par contre, le nombre ne se prononce pas, j'ai été surpris parce que du coup, là, je m'attendais plus à avoir plus de noms que de ne se prononce pas que l'inverse, quoi. Je sais pas pour toi, Clément. Bah, je sais que, avant d'en avoir parlé avec toi, d'avoir fait l'article et tout ça, qu'on a du coup publié aussi sur ce sujet-là, c'est vrai que c'était un truc que je connaissais pas du tout. Donc en soi, c'est, à moins de s'être intéressé aux ARS et au fonctionnement et tout ça, c'est vrai qu'on connaît. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est un dispositif qui est pas très médiatisé, donc qui est pas très connu. Donc pareil, je pense que c'est, des choses qui sont bien de connaître. Mm.
C'est-à-dire qu'il y a des marges de manœuvre en termes de communication à notre niveau, hein, sachant que comme on est toujours plus ou moins placé en périphérie du système de santé, les informations, elles ont tendance à pas arriver jusqu'à nous si on ne va pas s'en servir. Ce qui est un peu dommage, hein, parce que ça veut dire qu'il faut toujours être un petit peu en vigilance et en veille sur ce qui se passe dans le système de santé, parce que par principe, ils nous envoient pas les mails et par principe, ils viennent pas vers nous. Et là, pour le coup, c'est vrai que ces dispositifs de coordination, ça permettrait d'intégrer au moins une zone d'information et de coordination, sachant que l'une des missions principales des CPTS, c'est de favoriser l'accès aux soins sur le territoire des patients. Donc ça rentre dans cette thématique. Et donc du coup, par rapport au système de santé, forcément, l'Arlésienne, la question, seriez-vous, vous savez que les ostéopathes ont plein d'éléments qui indiquent qu'ils font partie du champ de la santé, réglementairement parlant, mais ne sont pas une profession de santé à proprement parler dans le code de santé publique, inscrit dans le code de santé publique, ce qui est une réforme qui peut être proposée par certains organismes socioprofessionnels, pas d'autres, mais globalement, les ostéopathes se positionnent comment par rapport au fait de devenir une profession de santé à proprement parler, parce que forcément, faire partie d'un système dont l'objectif c'est d'être le plus accessible possible, ça peut être un élément qui peut être intégré comme étant un moyen d'être plus accessible aussi. Donc du coup, la réponse, là pour le coup, elle est assez tranchée aussi, avec 68,5% de personnes qui sont favorables à ce qu'on devienne profession de santé, donc une majorité écrasante. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même 20% de non et 11% de non, donc assez important, mais 20% de ne se prononce pas. Et donc ça, Mmh. pour le coup, je pense que la différence entre profession de santé et profession du champ de la santé, c'est quelque chose, j'ai pas l'impression que les gens euh, ne savent pas qu'ils ne sont pas profession de santé en ostéopathie, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils ne savent pas ce que ça voudrait dire que d'être profession de santé. Et peut-être que là, avec les 20% qui ne se prononcent pas, qui est quand même le seul graphique de nos questionnaires où on a un tel taux de ne se prononce pas, indique que là, il y a une vraie question d'une partie non négligeable de la profession sur c'est quoi ce truc que le Code de la santé publique et de l'intégrer. Je ne sais pas comment toi tu l'as pris, cette question. Moi, je sais que j'ai fait aussi un parallèle avec, l'autre sondage qu'on avait fait. Alors c'était pas il y avait pas autant de répondants, mais c'était par rapport au rapport de l'IGAS en 2021-2022. On avait fait du coup un formulaire aussi pour savoir un peu qu'est-ce que les gens pensaient de ce sondage-là, enfin du rapport, et dedans, il y avait aussi une question sur le statut de professionnel de santé et les ratios étaient assez proches. Heu, il y avait un peu plus de gens qui étaient pour, je crois que c'était, 85, et moins de, contre ou je ne sais pas. Et on avait aussi détaillé un peu plus avec, est-ce que c'est, en tant qu'auxiliaires médicaux, en tant que, médicaux ou à un autre titre? Et là aussi, il y avait pas mal de répartitions, donc ça dépend peut-être aussi de l'image que, les gens ont de, qu'est-ce que ça veut dire professionnel de santé et dans quelle catégorie, on va dire. Mmh. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, après, du coup, là, on a du ne se prononce pas massif. Mais bon, ça, c'est un peu plus compréhensible. On est une association territoriale. À la question de l'activité de plaidoirie, effectivement, c'est l'activité que mène notre association pour représenter l'ostéopathie pour tous sur le territoire normand. Comme la majorité des gens ne sont pas de Normandie, on s'attendait pas à avoir beaucoup de gens. Bon, voilà. Donc, les gens qui, à mon avis, ne nous connaissent pas ne se sont pas prononcés à majorité. On a un Je taux de pense. satisfaction qui est assez fort, je pense, chez les gens qui nous connaissent. Du coup, 37%, c'est quand même pas rien, puisque la majorité des gens ne venaient pas de Normandie. Et d'ailleurs, dans les départements les plus cités, c'était même pas la Normandie qui était arrivée en premier. Donc, on a majoritairement des gens de pas notre coin. Mais ça nous permettait de situer par rapport à notre propre activité. C'est plus une question personnelle. Souhaitez-vous soutenir financièrement l'association de caritative et de solidaire? C'est un slash. À l'autre question, c'est non. Très massif. Souhaitez-vous soutenir financièrement? C'est non. C'est-à-dire que pourquoi pas en profession de santé pour les dispositifs de santé, mais quand il s'agit de l'ostéopathie, alors là pour le coup moi c'est une surprise parce que quand on lit l'ensemble du questionnaire, on se dit ah bah tiens il y a quand même une majorité qui va vers l'accès aux soins et on se dit bah tiens le seul dispositif existant aujourd'hui c'est les associations caritatives. Est-ce que vous êtes prêt à les financer? Non. 73,7%. Alors ça, je ne me l'explique pas, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce serait un moyen de développer l'accès aux soins dans un premier temps en ostéopathie, mais il semblerait que ce ne serait pas un filon qu'il faudrait qu'on exploite en tant qu'association caritative, dans la mesure où on a quand même une grosse partie de la profession qui n'a pas l'air favorable à ça. Même si on a 26% des gens qui sont prêts à financer, ce qui n'est pas négligeable hein, dans la philanthropie aujourd'hui, on a quand même voilà, 26% de gens qui sont prêts sur une population, c'est pas négligeable. Ce qui est surprenant, c'est que parmi les gens qui sont sensibilisés à l'activité chez les ostéopathes, l'aspect financier, ça a l'air d'être un sujet problématique.
Je sais pas comment tu l'interprètes, toi, Clément. Moi, je l'interprète comme, vu que c'est une question un peu générale, c'est aussi le côté où on ne sait pas forcément, parce que c'est aussi un truc que j'ai lu par ailleurs sur, les associations et la philanthropie en général, c'est on ne sait pas vraiment comment les fonds sont utilisés, le côté transparence. Et donc souvent, sur les questions un peu générales de: «Est-ce que vous voulez soutenir telle, une association?» mais sans préciser laquelle et comment, bah, du coup, on ne sait pas forcément ce qui va être fait. Donc par précaution, souvent les gens vont dire non et après, s'ils connaissent l'association, de ce qu'elle fait, là, ils vont dire oui et c'est, là, je crois, le pourcentage correspond pas trop mal aussi aux gens qui, avant, dans le questionnaire, avaient répondu: «Est-ce que vous, soutenez une association?» Pas forcément de façon bénévole, mais Mmh. par des dons et je crois on avait à peu près 25 de répondants qui disaient oui. Donc je pense qu'on est un peu sur cette idée-là de, bah, je fais des trucs en cabinet, je suis peut-être pas contre soutenir des associations, mais il faut que ça soit plus spécifique, pour que je dise oui, quoi. D'accord. Et ben, tu vois, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y aura pas de love money, par principe et que ce sera aux associations, caritatives de démontrer, leur activité et leur usage de leurs fonds pour espérer convaincre, si jamais elles veulent se développer. Donc, Mmh. je pense que c'est un préalable et que c'est pas gagné, a priori. Voilà. S'il y a des assos caritatifs qui nous regardent, c'est pas gagné, les gars. Alors, pensez-vous que les associations caritatives et solidaires qui gèrent des permanences de soins gratuites, donc un peu comme ce qu'on fait nous actuellement, devraient recevoir des subventions de l'État afin de structurer les permanences sur l'ensemble du territoire français? Oui, a priori, les ostéopathes, quand c'est l'argent de l'État, là, il y a zéro souci. C'est c'est une petite blague, naturellement, mais c'est un résultat, moi, qui m'a particulièrement étonné, parce que là, on a vraiment un non très faible et un oui qui est assez fort. On a un ne se prononce pas qui est quand même pas négligeable, hein. On a 23,4% de gens qui disent je sais pas. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quand même une question sur le service rendu par les associations caritatives, même s'il n'y a pas de remise en question de principe et que globalement, ce serait peut-être une voie de financement qui serait à prédominer. Pourquoi peut-être que, par exemple, le fait que ce soit de l'argent collectif, c'est quand même, parce que l'État, c'est quand même la collectivité, c'est de se dire, c'est quand même le collectif qui se met derrière des associations qui font du caritatif et du social. C'est aussi la vision que les gens ont dans le milieu caritatif pour les Restos du Cœur, pour n'importe quelle fondation. On se dit, bah oui, il faut que l'État soit derrière et le soutienne, par principe, entre guillemets, et aussi parce que l'État, en règle générale, il contrôle les fonds qu'ils déversent auprès d'associations et il leur demande de répondre à une notion de service. Donc ça, Oui, je m'attendais on à... va dire, c'est un gage de qualité, on va dire. Il y a un peu de Oui, tout à garantie à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Par contre, effectivement, bon, bah là, 23,4% qui ne se prononcent pas sur cette question, parce que c'est plutôt une question de principe. Et là, pour le coup, qui est dissocié de l'intérêt individuel, puisqu'il s'agit de flécher de l'argent qui n'appartient pas aux répondants. Je me dis quand même, ne se prononce pas, ça me pose question, quoi. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça voudrait dire que Mmh. peut-être que, alors, dans les réponses qualitatives et qu'on avait derrière, il y aura peut-être une question, je pense, de qu'est-ce que font ces associations solidaires, sur lesquelles peut-être il y a des ostéopathes qui n'adhèrent pas à l'image que ça renvoie de la profession ou au service qui est rendu. Et peut-être qu'il y a une notion de démonstration de la qualité et de la pertinence de notre service pour pouvoir prétendre à un financement public. Enfin, c'est Oui, comme ça que je l'interprète. je crois il y avait dans les réponses qualitatives, il y avait aussi une question de priorité sur quoi il faut mettre l'accent, dans quel ordre et donc certains aussi, parlaient de ça en disant, «Effectivement, c'est un des trucs qu'on pourrait faire, mais potentiellement, il y a d'autres choses que je pense qui seraient plus prioritaires que ça». Ouais, ouais. La hiérarchisation, effectivement, Mmh. c'était un truc qui est revenu. Pensez-vous que les associations caritatives et solidaires qui gèrent des permanences de soins gratuites devraient recevoir des dons privés d'établissements de formation initiale agréés par le ministère de la Santé afin de structurer ces permanences sur l'ensemble du territoire français? Bon, voilà, c'est pas une question anodine, hein. C'est dire, est-ce que les écoles d'ostéopathie devraient donner des sous, sachant que les associations caritatives, quand elles sont reconnues d'intérêt général, et c'est le cas pour Ostéo pour tous, peuvent délivrer des reçus, des rescrits, des reçus fiscaux qui permettent du coup de défiscaliser pour les entreprises privées. Et ça veut des choses qui pourraient intéresser des écoles notamment. Et effectivement, là, pour le coup, il y a deux choses intéressantes. C'est que la majorité dit oui, hein, globalement, s'il faut du soutien, il faut soutenir. On a encore plus de ne se prononce pas et on a un peu plus de non quand même. Donc, il y a quand même, en gros, moi, je la mets en parallèle avec la question précédente. C'est d'abord l'État, ensuite le privé. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Et ensuite, après, très probablement la question de pour faire quoi.
Mmh. Pensez-vous que les cliniques étudiantes, bon là du coup, puisqu'on reste sur les écoles, les cliniques étudiantes de formation devraient intégrer des programmes visant à améliorer l'accès aux soins en ostéopathie? C'était l'idée de se dire, attendez, les cliniques étudiantes, dans mes souvenirs, elles sont pas si chères que ça. Et en fait, il y a quand même pas mal de cliniques partout sur le territoire, parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Il y a pas mal d'étudiants à former, il faut pas mal de consultations pour former les étudiants. Et en fait, finalement, est-ce que ce serait pas une porte d'entrée? C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné par des internes, qui sont des étudiants en médecine. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même question dans nos cliniques? On voit que principalement les ostéopathes sont assez favorables à ça, hein, ce 73% qui dit oui, il faudrait que les écoles mettent en place un dispositif d'accès aux soins. Je trouve que c'est une forme aussi d'entrée dans le RSE pour les organes de formation initiale, alors la responsabilité sociale et environnementale. Dans la responsabilité sociale, ben voilà, on est des professions dans le champ de la santé, il faut mettre notre patte à l'ouvrage. C'est un dispositif assez facile à mettre en place qui aurait un impact important parce qu'il y en a partout sur le territoire. Et donc, du coup, bah, pourquoi pas mettre ça en place. Et bien là, pour le coup, on a quand même 73% des ostéopathes qui nous suivent sur cette question, quoi. Donc, c'est pas négligeable, c'est quand même intéressant à voir. C'est le dispositif, si je regarde bien, ouais, c'est le dispositif qui est le plus encouragé par les ostéopathes. C'est d'abord les cliniques étudiantes qui deviennent accessibles, ensuite du financement public pour les associations caritatives et après du financement privé. Du coup, les questions ouvertes. Bah là, écoute, Clément, si tu veux nous en parler un petit peu, comme ça te donne un petit peu de temps de parole. Ça me laisse me reposer un peu. Ouais. Bah, il y a pas mal de choses en fait qu'on a déjà un peu dites au fur et à mesure sur avec les questions fermées, mais je pense sur les éléments consensuels, c'est assez prévisible, on va dire, sur, bah, voilà, le côté l'accès aux soins facilités, pour les patients. Après, il y a toujours le côté de, quelles sont les conditions? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour, tout le monde? Est-ce que, c'est pour certaines personnes? Est-ce que nous, en tant qu'ostéo, il y a, des conditions pour que ça soit, appliqué ou pas? Mais globalement, ça, c'est pas mal de choses, en fait, qui se ressent dans les réponses et là où les gens ont pu du coup détailler en disant, pourquoi je serais favorable ou pas. Certains le sont moins, par exemple, si, avant ils étaient kinés et qu'ils sont devenus ostéos et qu'ils sont devenus ostéos pour ne plus avoir certaines obligations, bah, du coup, eux étaient moins favorables, par exemple. Donc, ça revient après sur les craintes ou les inquiétudes vis-à-vis du côté administratif ou quelles sont les contreparties de ces intégrations ou de ces financements. Bon, en tout cas, c'est ça vraiment que j'en ai retenu. Ouais, c'est ça. Moi, globalement, moi, j'ai senti. Alors, ce qui était intéressant, c'était on voyait quelle est la nature des gens qui adhéraient à l'accès aux soins et surtout quelle est la nature des gens qui n'y adhéraient pas et pour quelles raisons. Et on voit que, grosso modo, il y a quand même un point névralgique, c'est la contrainte que ça incorporerait dans la pratique. Il y a une peur des contraintes qui iraient avec un dispositif. Il y a quand même une crainte qui revient très régulièrement et qui cristallise complètement l'opinion. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les données qualitatives, c'est qu'on voit le degré d'adhésion des gens à leurs opinions, parce qu'ils nous disent dans leurs mots. On va avoir des gens qui vont dire ouais, je suis à fond pour, il y a des gens qui vont dire ouais, je suis à fond contre, et ceux qui sont à fond contre, ils sont vraiment très très à fond contre, quoi. Et ils ont souvent des textes assez forts pour dire voilà, ça viendrait poser pas mal de soucis, et on voit que même dans les gens qui sont plutôt modérés, il y a un oui mais qui se dessine sur pas mal de points en disant mais attendez, déjà de quoi on parle précisément. Et ensuite, globalement, cette thématique-là, ce qui fait peur autour de ça, c'est de se dire quelles seront les contreparties et les contreparties qui seront à subir. Est-ce qu'on sera prêt à les prendre à notre charge à ce moment-là? Et c'est un peu ça que je trouvais qui ressortait quoi, hein, du texte. Hein. Ouais, vraiment. Après je vais dépouiller le texte et je pense que les gens ils feront un arrêt sur image s'ils veulent. Oui, ou lire l'article directement, c'est encore mieux. Exactement. Il y a tout le détail. Plein de notions. Les données qualitatives, pour moi, c'était celles qui étaient les plus intéressantes parce que Mmh. vraiment, ça donne le pouls de la profession. Quoi. On voit vraiment une différence. Nous, on n'a pas mis là sur l'étude, mais on avait fait avec Clément, on essayait de voir si sur le degré d'adhésion, le côté expérience professionnelle ou génération influençait pas tant que ça. Pas tant que ça, en fait. Quand on Non, prenait les effectivement. ostéopathes, c'est pour ça qu'on n'a pas fait d'Excel là-dessus, parce qu'en fait, quand on se disait, bah, tiens, il y a peut-être deux générations qui s'opposent, non, en fait, il y a autant de gens chez les jeunes qui pensent un point ou un autre, autant de gens chez les vieux. Et c'est pareil pour ceux qui ont commencé à exercer que pour ceux qui ont 30 ans 20 ans d'exercice. C'est plus, là, on est vraiment sur une confrontation presque idéologique de la profession par rapport à elle-même. Hop Ouais. là.
Voilà, vous ferez pause, hein, qui regarde. Tout à fait. Et après, bon, il y avait aussi quelques points qui sont ultra minoritaires, mais il y avait quand même des gens qui nous ont fait part d'une opinion politisée de la conception, de l'encadrement, du soin en règle générale, avec une vision très libérale il ne faut pas que l'État intervienne sur ce domaine-là, il faut libérer le système de santé. On a eu quand même quelques opinions politiques qui sont arrivées sur le tarmac quand même. Et hop là, voilà. Et le reste de l'étude, la discussion et tout le reste. Mais écoute, sur cette étude-là, moi, j'en ai plus rien à dire. Par contre, je voulais faire référence à une autre étude, tac, qui a été faite par la Fedosoli, qui est une étude qui a été faite sur le recours et le non-recours. C'est une étude qui a été faite l'année dernière. Donc ça n'a pas été fait par Ostéo pour tous ni par Ostéopathe Pro, ça a été fait par la Fédération nationale des ostéopathes solidaires. Donc je vous ai extrait, on mettra le lien de l'étude en commentaire, je vous ai extrait les éléments principaux que cette étude a révélés. Alors là, du coup, les gens qui étaient interrogés, c'était des patients, c'était pas des ostéopathes. Et c'était pour voir, finalement, pourquoi vous allez voir l'ostéopathe et surtout, pourquoi vous n'y allez pas. Et moi, je me suis attardé sur, pour pas perdre trop de temps sur cette étude, parce que c'est une étude qui est assez dense, qui a été faite par une universitaire, qui a eu des tests statistiques, et du coup, au niveau de lisibilité un peu dense. Donc, j'ai fait remonter surtout les éléments qui nous parlaient de la renonciation. Voilà, je me suis attardé un petit peu plus là-dessus. En tout cas, c'est une étude qui vaut le coup d'être lue, parce qu'il y a pas mal, il y a plein d'éléments intéressants aussi sur les patients types et les autres, ceux qui ont du coup moins accès à l'ostéo. Et je pense que ça fera aussi écho à certains trucs qu'on a vus là pendant la première partie. Ouais, complètement. En fait, et ces deux études qui ont été, elle a été commencée en 2021 et elle a été publiée en 2024, tandis que nous, c'est vraiment quelque chose de 2025. Donc c'est vraiment, enfin, au niveau chronologique, on est sur deux timings différents, mais qui se suivent. Et surtout, on est sur des profils, là, pour le coup, patients. Moi, je vous invite vraiment à aller regarder sur le site de la Fedosoli l'étude en complet, elle est intéressante. Alors, du coup, dans cette étude-là, ils ont découpé les patients en deux catégories, ceux qui étaient à l'aise financièrement et ceux qui ne se sentaient pas à l'aise financièrement. Et on voit qu'on a 55% des personnes qui se sentent à l'aise et 44% des personnes qui ne se sentent pas à l'aise. C'est très intéressant, c'est surtout très important parce que ça va influencer sur les résultats. Et ils ont fait une première analyse générale des questions, question par question, comme on a fait nous à Ostéo pour tous, mais surtout après, ils ont fait une analyse bivariée, c'est-à-dire qu'après, ils ont couplé en fait les profils des gens avec leur profil de réponse pour dégager des corrélations entre le profil d'une personne et sa propension à renoncer aux soins ostéopathiques ou à adhérer aux soins ostéopathiques. Et vraiment, là, l'élément qui a été central, je pense, c'était quand même qu'on avait affaire à deux catégories socio-économiques de patients qui étaient à peu près de même ordre de grandeur, c'est-à-dire ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Pour ce qui est de la question qui était relevée, le non-remboursement par la sécurité sociale est-il un problème pour l'accès aux soins en ostéopathie? On avait donc une majorité qui répondait oui, donc ça c'est les patients, et une partie non négligeable des patients qui répondaient non. On voit que on est à peu près dans les mêmes proportions que les gens qui se sentent à l'aise et les gens qui ne se sentent pas à l'aise. Donc on voit déjà qu'il y a peut-être des choses qui se dessinent à ce niveau-là. Hop là. Avez-vous une mutuelle? Oui, la majorité des gens en ont une, 91%. C'est cohérent parce que ça rejoint les statistiques nationales sur la couverture des mutuelles. C'est un petit peu plus bas que les statistiques nationales, mais on est en gros sur ça. Donc, grosso modo, on a affaire à des gens, peu importe leur niveau de revenu, ils ont une mutuelle. Donc, du coup, l'aspect financement par les mutuelles va aussi rentrer en vigueur dans le renoncement ou le non-renoncement dans cette étude, mais on a affaire à un profil de population qui est couverte. Là, c'était la question, quels facteurs vous permettent de choisir un ostéopathe? Alors, il y a une petite photo dessus là, parce que du coup, selon notre échantillon, un ostéopathe soigne majoritairement des maux de corps et remet le corps en place. C'est ce que disent les patients, hein. C'était pas ce qui était dans le questionnaire. Je vois certains qui viendront probablement sur ces sujets-là. C'est la conception qu'ont les patients de ce qu'ils se font. C'était eux qui ont répondu de manière qualitative. Donc, c'était pas une proposition. Pour ce qui est de celle que je voulais mettre en valeur, c'est quels facteurs vous permettent de choisir un ostéopathe. Et là, on voit, donc, vous voyez, les résultats sont en 0,33, c'est normal, c'est parce qu'ils ne sont pas mis en pourcentage, ils sont mis en référence par rapport à 1. Donc, en fait, 33, ça fait 33%. Donc là, on voit que ce qui arrive en premier, c'est le bouche à oreille. Bon, ça, c'est quelque chose qui était déjà connu dans la profession. Pour choisir un ostéopathe, il faut être recommandé, entre guillemets. Et ce qui arrive derrière, c'est le prix de la consultation. Et ensuite, la distance à parcourir. Et après, savoir si l'ostéopathe peut prendre en charge mon problème.
Donc là, on voit deux choses qui sont assez intéressantes. C'est que une fois qu'on est recommandé par quelqu'un, ce qui va arriver tout de suite derrière, c'est le prix de la consultation. Donc l'accès financier. Et ensuite, c'est l'accès géographique. Et ça fait le lien avec ce qu'on parlera tout à l'heure par rapport à la démographie des ostéopathes. C'est-à-dire que, Mmh. effectivement, pour avoir accès à un ostéopathe, faut avoir l'argent, mais il faut aussi qu'il soit pas loin, quoi. Si je dois faire 200 km, c'est compliqué. Et c'est uniquement après tout ça que le patient va choisir en fonction de si l'ostéopathe peut répondre à son problème de santé. C'est-à-dire que là, on est sur 3 notions qui prévalent sur est-ce que ça va régler mon problème. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à observer. Là, on est sur la population des gens qui ont dit je n'ai pas recours à l'ostéopathie. C'est-à-dire, ils ne vont pas chez l'ostéopathe, ces gens-là. Et on leur a posé la question pourquoi n'avez-vous pas recours à l'ostéopathie, vous n'y allez pas. Et là, pour le coup, quand on regarde les résultats, on voit que ce qui arrive en premier, c'est la limitation des remboursements par les mutuelles. Ensuite, le non-remboursement par la sécurité sociale. Et après, le montant de la consultation. On a les disponibilités personnelles qui arrivent derrière, la distance géographique, etc., etc. Donc là, on voit déjà que la distance géographique, ça n'a pas l'air d'être un problème pour la majorité des gens. Et la disponibilité de l'ostéopathe non plus. Donc, ce qui est de l'accès géographique et temporel, c'est pas quelque chose qui remonte de manière massive. Les disponibilités personnelles, c'est plutôt sur les disponibilités de l'ostéopathe que ça incombe. Donc, ça veut dire que là, il y a un vrai travail à faire de notre côté sur ce sujet-là. Mais par contre, c'est quand même net et sans bavure. Les gens qui viennent pas, ils viennent pas parce que c'est pas couvert par les mutuelles dans leur contrat, que c'est pas pris en charge par les sécurités sociales. Et après cela, parce que ça leur coûte trop cher, en fait, par rapport au montant de la consultation. Et quand on demande la question, quels seraient, selon vous, les critères qui influenceraient le choix de consulter un ostéopathe, là, on regarde, sans étonnement, le prix de la consultation, la distance à parcourir, et le bouche à oreille. On retombe sur notre premier résultat. Bouche à oreille en premier, mais le prix de la consultation arrive tout de suite. Donc on voit qu'il y a un truc qui se cristallise autour du sujet du financement du soin, complètement. Et c'est ça que cette étude a permis de remettre en valeur vis-à-vis de l'opinion des patients par rapport à eux-mêmes. Hein, parce que là, on est sur des patients qui répondent, là, on est sur des gens qui ne sont pas des patients. Et on pourrait se dire, bah tiens, les gens qui n'ont pas recours à l'ostéopathie, qui n'y viennent pas, ils n'y viennent pas parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'y viennent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés par cette méthode de soin, ou parce qu'ils sont contre cette méthode de soin, ou parce qu'ils n'ont pas de problème. Donc, du coup, ils ne voient pas pourquoi ils iraient voir un ostéopathe. En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ces éléments-là qui remontent, en fait, quand on leur pose la question. Mmh. Et là, pour le coup, on a le nombre de répondants, en fait, à chacune. Et là, on voit, donc c'est ce que l'universitaire nous avait transmis comme données, elle a dit, bah, quand même, les gars, ça revient très souvent, la question du remboursement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est massif, que les gens répondent qu'ils aient accès à l'ostéopathie ou qui n'ont pas accès à l'ostéopathie. À chaque fois, dans chaque fois qu'on pose la question, le remboursement, ça rentre en ligne de compte en direct. Et ça, c'est tout confondu, recours et non recours. Et là, on va arriver sur quelque chose qui est l'analyse bivariée. On va voir un petit peu le profil des gens qui ont recours et non recours. Et ça, c'est une analyse qui est assez intéressante. Donc moi, j'ai fait relever dans ce PowerPoint uniquement les résultats où le test de Ki2 mettait qu'il y avait une corrélation. Hein. Ceux où il n'y avait pas de corrélation, je ne vais pas vous embêter avec. Si vous voulez aller lire, vous irez. Euh, Ce qu'on peut dire en termes de conclusion par rapport à ça, ce que je vais vous montrer juste après, c'est que le non-remboursement des séances d'ostéopathie constitue le frein à la consultation. Il apparaît également comme un élément gênant, y compris pour les personnes qui consultent malgré tout. Dans cette étude, l'âge ne semble pas influencer de manière significative la fréquence des consultations. En revanche, d'autres variables entraînent des différences marquées. Le sexe, les femmes consultent plus fréquemment. La catégorie socio-professionnelle et le niveau de revenu, les personnes appartenant au CSP les plus élevés consultent davantage. Et la fréquentation du médecin, les individus qui consultent régulièrement un médecin, qui est conventionné par la Sécu, lui, généralement plus attentifs à leur santé, ont tendance à recourir plus souvent à l'ostéopathie. C'est cet élément-là qu'on n'avait pas dans deux études. Le fait qu'on ait une féminisation et plutôt des personnes aux revenus élevés qui viennent, ça on le savait dans d'autres études, mais le fait que les gens qui consultent souvent les ostéopathes ou qui ont recours plus souvent aux ostéopathes, ce sont ceux qui consultent aussi souvent les médecins. En fait, c'est pas quelque chose de parallèle. C'est pas, on se dirait, tiens, ceux qui vont souvent chez l'ostéopathe, ils vont pas souvent chez le médecin, ils mettent en opposition les deux. Pas du tout. Ceux qui vont souvent chez le médecin, ils vont souvent chez l'ostéopathe. En fait, dans cette étude-là, on se rend compte qu'il y a vraiment une complémentarisation vis-à-vis du patient de nos deux prises en charge. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un élément intéressant. Donc là, l'analyse variée, vous voyez, ça fait des tableaux comme ça, avec d'un côté en haut le résultat recours-non recours,
Et là, on a pour le résultat vis-à-vis du sexe, et là, on voit bien que du coup, il y a une féminisation du recours. Là, on voit par rapport aux catégories socio-professionnelles, où là, on voit, on a détaillé en fait différentes catégories pour voir qui avait recours et pas recours. Pareil pour l'âge, qui a recours et pas recours en fonction de la tranche d'âge. On voit que globalement, bah, les agriculteurs consultent souvent un ostéopathe, alors que c'est pas une CSP dite aisée. Donc il y a quand même des professions qui reviennent assez souvent, euh, pas forcément dans les revenus les plus forts, mais parce que du coup il y a probablement un besoin plus fort. Et pareil pour l'âge, on voit que les modalités restent très proches et que du coup il n'y a pas de choses qui ressortent par rapport à ça. Hop là. Là, je sais pas si c'est très lisible, mais je vais essayer soit de mettre des images en plus grand, soit on mettra le lien vers Ouais, l'étude, vers comme ça les gens vers pourront aller l'étude. regarder directement, et pour se Complètement, parce que c'est vrai que moi, ma qualité d'image sur l'écran n'est pas top top. Pour ce qui est du recours à l'ostéopathie, êtes-vous à l'aise financièrement? Bah là, c'était assez simple, ils ont mis d'un côté ceux qui se sentent à l'aise, ceux qui ne se sentent pas à l'aise. Bon, bah, sans surprise, hein, ceux qui se sentent pas à l'aise, bah, ils consultent moins. Et recours à l'ostéopathie avec est-ce que vous avez une mutuelle ou pas, c'est pareil, le résultat, il n'est pas spécialement sans surprise. Et c'est pour vous donner un petit peu l'envie d'aller consulter cette étude-là plus en profondeur. Et c'est là où on voit aussi cette slide-là qui démontre hein, la corrélation entre le fait que ceux qui consultent des disciplines de santé, bah, figurez-vous qu'ils ont recours à l'ostéopathie plus souvent que ceux qui ne consultent pas. Donc, l'opposition aujourd'hui, elle n'est pas entre ostéopathie et médecine conventionnelle. L'opposition, elle est entre des patients qui vont se soigner et des patients qui ne vont pas se soigner. Je pense que ça, c'est un élément qui est très important, c'est que quand on parle de non-recours aux soins ostéopathiques, on parle aussi de non-recours aux soins tout court. C'est qu'il est fort probable que les gens qui ne consultent pas des ostéopathes, bah, ils consultent moins aussi leur médecin. Et donc, en fait, lutter contre l'inaccès aux soins, lutter pour l'accès aux soins, c'est lutter pour l'accès aux soins à tous les soins, en fait. Et en fait, si on, cette forme de guérilla qui peut exister entre nos professions, elle n'a pas lieu du point de vue du patient. On a affaire à deux groupes sociologiques différents. Les gens qui soignent, les gens qui ne soignent pas. Donc, le problème politique, il n'est pas sur qui ils vont voir, il est sur pourquoi il y a des gens qui ne se soignent pas. Après, pour ce qui est de l'ostéopathie spécifiquement, le problème, il apparaît du côté du patient, c'est le financement du soin. On pourrait se dire c'est l'accès géographique ou temporel. A priori, ça n'est pas le cas. On a des éléments d'explication pour ça qui vont apparaître avec les données de Clémen. Mais pour ce qui est des éléments financiers, clair et net. Les ostéopathes l'identifient dans l'enquête d'Ostéo pour tous, les patients l'identifient dans l'enquête de la Fédosoli. Ça, c'est la conclusion générale que je voulais apporter à ces deux enquêtes sur l'accès aux soins financiers en ostéopathie, qui vient conforter en fait la première phrase que moi, on a mis en place, on a découvert avec l'enquête Ostéo pour tous, qui est finalement l'accès aux soins est-il équitable en France? A priori, il est suffisant pour ceux qui en ont les moyens. A priori, il ne l'est pas pour ceux qui n'en ont pas les moyens. C'est un vrai travail de travailler sur les personnes en situation de précarité. Et donc, du coup, moi, j'en ai fini pour ma partie. Là, je vais laisser un peu plus la parole à Clémen parce que ça va être plus son domaine d'expertise. C'est dis-nous, Clémen, combien on est dans nos territoires et comment est-ce qu'on est réparti sur nos territoires. Là, c'est la balle est dans ton camp. très bien. Il y a aussi un truc auquel je pensais là quand tu parlais justement de l'histoire de l'inégalité, par rapport au financement. Il y a aussi le fait que, il y a potentiellement un double effet. C'est-à-dire que même si on a vu que je crois 91 donc des gens ont des mutuelles, tu as un effet de, ceux qui ont, un travail qui n'est pas très rémunérateur ont souvent des mutuelles qui sont aussi beaucoup moins couvrantes ou remboursent moins. Et donc, tu as un double effet, précarité plus mutuelle qui rembourse moins, alors que souvent ceux qui ont un travail qui est plus rémunérateur ont souvent aussi des meilleures couvertures mutuelles, donc ont aussi une plus grande facilité à l'ostéopathie. Donc, tu as un double effet de précarité, à la fois parce que les gens ont moins d'argent et en plus les mutuelles qu'ils ont sont moins couvrantes. Donc tu Ouais, c'est as la double peine. c'est C'est la ça. double peine. Donc ça C'est aussi, la c'est un double truc. peine. Et ça ne parle pas des gens qui sont au chômage, qui ont une mutuelle. Parce que ceux qui sont au chômage en situation de précarité, leur mutuelle, c'est la CMU, enfin la CSS, qui ne couvre pas les soins ostéo. Donc pour eux, déjà, c'est plié d'emblée. Et effectivement, dans les métiers qui sont les plus précaires, souvent les mutuelles, elles sont à la hauteur du niveau de rémunération. Puisque l'entreprise couvre en fonction du salaire. Donc, en fait, bah, on se retrouve effectivement avec un phénomène de double peine. Et ça, alors moi, ça c'est mon point de vue personnel en tant qu'ostéopathe engagé dans une association caritative. On ne peut pas être une profession qui veut travailler sur de la santé sans parler santé publique.
Et on ne peut pas être une profession qui veut soigner des gens sans se poser la question de l'universalité du soin et se dire qu'il y a des gens qui ont un double frein à l'accès aux soins. D'autant plus, moi, c'est ce que je considère, et c'est assez partagé à Ostéoportus et à la Fédosoli, c'est-à-dire que le soin ostéopathique, c'est pas un soin qui est coûteux à déployer. C'est un soin non, c'est une intervention non médicamenteuse, il n'y a pas besoin d'une industrie, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel, il n'y a pas besoin, il y a juste besoin d'avoir des gens, et ensuite après, c'est de la prestation. Donc en fait, c'est quand même un soin qui est peu coûteux à déployer et c'est un soin qui est doublement inaccessible par ce phénomène de précarisation de la société. Et ça, pour le coup, enfin, nous, c'est effectivement, on est une association qui fait de la plaidoirie politique, donc on a une opinion là-dessus. Là, ça nous aiguille dans notre opinion, mais nous, notre opinion de base, c'est quand même de dire, c'est pas normal ces inéquités. Et c'est pas une question de rapport avec le service public, c'est une question de, bah, en fait, quand tu regardes la santé publique, les gens qui ont mal en termes de troubles musculo-squelettiques, de douleurs chroniques, de problèmes de santé mentale, bah, pas de bol, c'est les précaires. Donc, c'est ceux qui ont probablement les plus de besoins et qui ont le moins bon accès à des soins qui sont peu coûteux à déployer. C'est tellement illogique que c'est transversalement apolitique, cette donnée-là. C'est vraiment quelque chose de nuisible. Je te rends la parole, parce que sinon je m'arrête plus. Non, non, mais c'est voilà, c'est cohérent avec ce qu'on a vu aussi avant. Du coup, les questions, c'était un peu, combien on est? Comment est-ce qu'on est répartis sur le territoire? Et on va dire, c'est la suite des questions un peu d'accessibilité, en tout cas d'accès à un ostéo, d'un point de vue patient. Donc déjà, pour répondre un peu de façon générale, donc là, je vous ai mis la vue en format ratio sur les régions. En termes de total, donc là, en 2024, on a compté à peu près 30 000 ostéos. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une différence assez importante entre le registre Adélie jusqu'en 2024 et la réalité. Donc c'est ce qu'on avait vu, nous en tout cas avec le travail qu'on fait sur la démographie depuis pas mal d'années. C'est ce qu'on retrouve dans le rapport de l'IGAS et d'autres trucs. Ça, je vous laisserai aller voir sur le blog tous les détails. Mais donc déjà, il y a une assez forte différence entre les registres nationaux et la réalité de terrain. Néanmoins, on est quand même du coup assez nombreux, on est 30 000. Et la répartition sur le territoire, si on regarde au niveau régional, il y a clairement un petit effet sud. Donc les gens aiment bien l'ostéopathie, plus on va vers le sud, et aussi souvent sur les littoraux, et on le verra plus après tout à l'heure sur les communes. Mais en tout cas, voilà, il y a un héliotropisme. Et par exemple, si on regarde en nombre d'ostéos, par région, donc je ne vais pas vous faire toutes les régions, mais on a une assez forte densité côté Île-de-France, tout ce qui est région PACA, et après le sud et ici. Et après les régions les plus vides, souvent ça va être Centre-Val de Loire, Bourgogne, Grand Est et Normandie. Et après moi souvent, enfin, la plupart du temps, j'aime regarder en ratio parce que du coup, c'est par rapport au nombre d'habitants. Je trouve que c'est un meilleur indicateur. Et là, voilà, ça fait un peu dégrader du nord vers le sud, quoi. Ouais, c'est-à-dire Donc qu'on a quand même un truc qui est assez intéressant, c'est que le Sud a un ratio plus important que l'Île-de-France. oui, par exemple, on est à 1500 et 1500 là, alors qu'à Paris, on est plutôt dans le 1800. Et Normandie, je pense que c'est un des moins, 3100. Bah, c'est une des seules régions de France où il n'y a pas d'école, la Normandie, me semble-t-il. Aussi. Donc ça, c'est la vue par région. Et vous allez voir que plus on zoome, plus on voit du coup les villes se dessiner. Donc par exemple, si je passe en département, bon là, on ne le verra pas encore trop, mais là, on voit bien le côté littoral et sud, et un peu pays frontalier avec Suisse et Italie. C'est vrai que ça se voit pas tant que ça ici, mais ça se verra plus au niveau commune. Mais voilà, donc on est vraiment bah, Bah, là, sur les frontaliers que tu vois du Sud, c'est surtout la zone touristique des Alpes qui est oui, problématique. aussi, Donc, je pense que c'est plutôt le côté touristique qui peut expliquer ça. exactement. Et là, sur les densités max, on doit être sur les minimums, c'est plutôt voilà, 3900, 3400, 5000 aussi, dans le coin des Ardennes. Et après, les densités pas mal fortes, c'est plutôt vers le sud. Donc là, on est à 1000 habitants par ostéo, 1000, 1300, voilà, à peu près dans ces eaux-là en tout cas. On voit quand même qu'on a des zones claires, hein, il y a des zones foncées, il y a des zones claires. Mais les zones claires, moi, avec mon œil un petit peu d'accès aux soins, c'est des zones claires qu'on trouve aussi en tissu médical. C'est aussi des zones désindustrialisées. Vous avez- Bon, là, il y a sur la diagonale du centre. Tu disais, tu as une zone centrale ici qui correspond quand même pas mal aussi aux zones de déserts médicaux. Et du coup, au niveau commune, ce qui est quand même intéressant à voir, donc si on se place du point de vue patient,
c'est quand même que la majorité, en tout cas des communes en France, bah, ont un ostéopathe ou ont un ostéopathe assez proche. Donc là, c'est vraiment vision commune par commune. Donc tout ce qui est gris, clair indique qu'il n'y a pas forcément d'ostéopathe. Donc on reste sur les ratios, donc on voit quand même que les densités les plus fortes sont quand même plutôt dans la moitié sud. Mais pour avoir quelque chose aussi d'un peu plus réaliste, généralement, je vais mettre donc un rayon d'effet de 10 km. Donc c'est en gros ce qu'on appelle souvent la zone de chalandise, c'est-à-dire la distance que les patients sont prêts à faire pour aller voir un ostéopathe. Donc là, ça permet surtout de le voir au niveau un peu plus rural, mais c'est une bonne moyenne sur la France, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Et globalement, si on applique ça, on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de zones en France où il n'y a pas d'ostéopathe vraiment proche. Donc évidemment, toutes les parties qui sont un peu plus denses, type grande ville, vraiment, il y a quasiment pas de zone creuse. Souvent, les zones qui sont vraiment vides, c'est voilà, par exemple, c'est de la montagne. Là, pareil, c'est des Pyrénées. Et c'est vraiment Mmh. que dans certaines zones que vraiment il faut presque chercher pour trouver des zones de vide en termes d'ostéopathes, parce que sinon tout le reste du territoire est quand même très, très, très bien couvert. Et un autre truc qu'on a remarqué qui est intéressant, donc depuis qu'on fait la carte, ça fait depuis 2018, un des buts de la carte aussi, c'était de faire en sorte que, en tant que profession, on puisse, bien se répartir sur le territoire, justement de voir, où sont nos collègues, pour pouvoir, potentiellement choisir des zones moins dotées. Et on s'est quand même rendu compte, en faisant justement les analyses chaque année, que les zones, de grandes villes et qui sont assez denses continuent quand même de se densifier. C'est-à-dire qu'il y a quand même un attrait pour, des villes, justement pour, je pense, tout le côté plus, qualité de vie, donc avec, les services et tout ce qui est associé. Donc on sait aussi que, par exemple, tout ce qui est, région Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, bref, tout ce qui est, gros pôle, a tendance à se densifier. Et certaines zones qui, du coup, sont moins dotées en services, et en habitants, sont aussi un peu moins dotées en ostéo, mais malgré tout, globalement, on trouve une offre, d'ostéo, quasiment n'importe où sur le territoire, je pense maximum à 15 kilomètres. Voilà, par exemple, si je mets 15 kilomètres, je pense qu'on trouve aucune zone vide. Et donc pour des milieux ruraux où on a l'habitude de faire beaucoup plus de distance, ne serait-ce que pour aller, peut-être faire les courses ou d'autres choses, ça reste un excellent maillage, en termes d'offre de soins. Du coup, en fait, c'est ça qui est intéressant, en fait, Clément, c'est que, on a un maillage territorial aujourd'hui qui nous permet de pouvoir, rendre accessible l'ostéopathie à moins de 20 kilomètres, si j'ai bien compris. Donc en gros, si on prend chaque Ouais. cabinet ostéopathe, on couvre l'ensemble du territoire, il n'y a pas de zone blanche, en fait. Donc ça vient confirmer un peu ce que nous disent, les patients, c'est-à-dire que grosso modo, un ostéopathe près de chez toi disponible, ça existe, quoi. Alors effectivement, on retrouve des tropismes, un petit peu au niveau du littoral, au niveau des grandes agglomérations, au niveau des zones touristiques. En fait, on retrouve un tropisme autour des zones où il y a de l'activité économique importante, et où il y a aussi des centres de formation en ostéopathie. Mais en fait, tout ça, ça se superpose. Et les zones qui sont aujourd'hui les plus défavorisées en industrie et qui sont plus défavorisées en tissu médical, bah, il y a moins d'ostéopathes que dans les autres. Bah, cela dit, il y a des ostéopathes quand même. Et c'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on fait la même carte sur les professionnels de santé, on se rend compte qu'il y a des zones blanches. Et c'est bien ça le problème. Alors que nous, il n'y en a pas. Donc, en fait, nous, on a une réponse disponible sur le territoire pour tout le monde, y compris dans les zones où il y a en plus des populations précarisées, parce que la répartition économique, elle est aussi proportionnelle à cette répartition industrielle. Dire que l'Est et le Nord de la France, il y a des problèmes de précarité, c'est un petit peu quelque chose de connu. Il y a des ostéopathes de disponibles, et là, on va avoir des gens, on va dire, ah bah tiens, c'est bizarre, il y a un ostéopathe pour 3000 habitants. En fait, il y a la moitié des habitants qui n'ont pas accès à l'ostéopathie parce qu'ils ne sont pas couverts par les mutuelles, pas remboursés par la Sécu, qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc en fait, on se retrouve avec ce problème de ratio qui n'a pas de sens si on n'incorpore pas cette notion d'accès aux soins en ostéopathie. C'est que, en fait, pour que les gens y viennent, il faut qu'ils aient les moyens de le faire. Et dans les endroits où nous, on est disponible, il faut aussi qu'on donne les moyens aux gens dans ces endroits-là de pouvoir prendre soin de leur santé. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce que tu nous racontes. Et je vois plutôt comme, enfin, on est la seule profession, à ma connaissance, à avoir un maillage aussi étoffé et un dynamisme démographique qui peut quand même être une chance. C'est la seule profession, on ne se plaint pas qu'on peut, c'est même plutôt l'inverse. Mais en fait, on se plaint qu'on est trop nombreux parce qu'il y a quand même la moitié des patients qui ne peuvent pas venir chez nous. Donc, on est trop nombreux par rapport au nombre de personnes qui ont les moyens de venir. Si Mmh. on met par rapport à l'ensemble des personnes qui devraient venir en fonction de leur motif de consultation, pas sûr qu'on soit si peu nombreux que ça.
Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de nous contraindre. On parlait dans le première enquête de Ce pour tous de contraindre géographiquement les ostéopathes à s'installer. En fait, il n'y a pas besoin. On y est déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dispositifs qui contraignent les professionnels de santé à s'installer dans des territoires, c'est parce qu'il n'y a plus de professionnels dans ces territoires. Nous, en fait, c'est pas le cas. Ensuite, on parle de contraintes financières autour du conventionnement, des choses comme ça. En fait, dans des territoires où la moitié de la population n'a pas accès à l'ostéopathie, le sujet, il n'est pas là, en fait. Le sujet, il n'est pas sur nos craintes vis-à-vis de l'accès aux soins. Le sujet, il est sur, on parle de combien de personnes aujourd'hui en France qui n'ont pas accès aux soins d'ostéopathie et aux soins en règle générale. Il y a une corrélation entre le non-recours aux soins en médecine générale, dentaire et spécialiste que le non-recours à l'ostéopathie. Donc, en fait, ce problème général, c'est un problème de santé publique dans lequel on doit s'incorporer. Bon, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que les ostéopathes ont envie de s'incorporer dans cette dynamique parce qu'ils disent, dans l'enquête Ostéo pour tous, ils disent majoritairement l'accès aux soins, c'est un sujet important et l'ostéopathie, c'est un sujet d'accès aux soins, donc c'est important. Et nous, on veut faire partie du système d'accès aux soins. C'est un peu ça, comme ça que je traduis les choses. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est pas un besoin corporatiste de notre part. C'est que nous, on est prêt à faire des efforts, comme on l'a montré, on a des craintes par rapport à ce que ça veut dire, mais on est prêt à faire des efforts, mais on ne les fait pas par avantage pour nous, on les fait par avantage pour l'accès aux soins des patients, d'une part, et d'autre part, les efforts, on les fait déjà, puisqu'on s'installe dans les endroits où on se rend disponible. Donc, en fait, cette notion de l'accès aux soins, elle n'est pas corporatiste de dire nous, on veut du conventionnement pour avoir du financement, donc pour être mieux. Nous, en fait, on veut voir les patients qui ont besoin de venir nous voir et on ne veut surtout pas refuser des gens. Parce que, en fait, ce que les gens, au niveau décideurs politiques et au niveau profession syndicale notamment, l'accès aux soins, ça se répercute comment dans la vie d'un ostéopathe? C'est un patient qui franchit ta salle d'attente en disant je ne peux pas payer. Et du coup, tu lui dis quoi? Je te vois pas. Ça, c'est une situation en tant que professionnel qui est insupportable à vivre. Et ensuite, être dans une commune où tu as des gens qui te disent qu'ils ont mal au dos ou mal au bras ou mal aux jambes, et tu dis, bah, attends, viens me voir. Ah non, 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 non. C'est hyper dur à vivre. Et on se dit, mince, comment est-ce qu'on peut faire les choses? Et là, la décision, elle fait partie du champ de la collectivité. C'est aux patients maintenant aussi de se dire, est-ce que vous voulez avoir une couverture qui vous permette d'être pris en charge? Si oui, bah, dans ces cas-là, nous, il faut qu'on soit avec vous. Et si on a l'association des patients et des professionnels qui demandent quelque chose, bah, j'espère qu'on arrivera à obtenir des choses quand même. S'il s'agit d'un enjeu, voilà, la précarité, on peut tous y être confrontés à un moment ou à un autre. C'est pas parce que ça va bien dans ta vie à un moment donné que tu ne peux pas être en situation de précarité demain. Donc, du coup, ça peut être un passage, que ce soit par le vieillissement tout court, que ce soit par l'apparition d'une ALD ou d'une maladie chronique, tout d'un coup, tu te précarises, que ce soit par la perte de ton emploi. Il y a tellement de facteurs qui peuvent amener à la précarité que protéger les gens de la précarité ou protéger les gens précarisés, c'est aussi prendre en considération le fait que c'est possible pour toi de faire partie de cette population-là. Ouais, pour moi, ce sera le mot de conclusion. Je te laisse la parole si tu veux en rajouter une couche. Je pense que tu as plutôt bien résumé. Un truc peut-être que j'ai pas montré sur la carte, mais même par exemple si on regarde les DOM, alors on n'a pas forcément les données pour les TOM, mais même en DOM, la plupart des endroits sont couverts. Donc il y a énormément de zones où il y a des ostéos, où ils sont disponibles. Donc vraiment, même si on pousse un peu l'exercice assez loin, c'est ce qu'on retrouve, quoi. Ouais, mais on n'est plus une profession marginale. On est partout. On est partout et disponible. Et c'est pas un phénomène de mode, c'est un changement de l'organisation du parcours de soins. Maintenant, il faut que la société s'adapte à ça. Les patients, ils ont déjà pris pli de venir nous voir. Maintenant, il faut que ça suive au niveau du parcours de soins avec les professionnels de santé, la coordination du soin dans les territoires et au niveau des financeurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. La question, elle n'est pas là. Mais il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qui se passe dans la réalité du terrain et les besoins de la population.